Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le 6 mars 2011, une quinzaine d'adolescents, âgés de 11 à 17 ans, entreprennent de taguer sur les murs de leur école, à Deraa, un slogan inspiré par les révolutions arabes voisines, « Ton tour arrive docteur ». Nul n'imagine alors la résonance de leurs gestes. Attisés par la rafle prolongée de ces enfants téméraires, les premières manifestations apparaissent, le 15 mars, dans cette petite ville du sud-ouest de la Syrie. Après l'avortement des appels à protester lancés sur Internet en février, Damas se joint alors symboliquement à cet embryon de contestation. 10 jours plus tard, de petits mouvements pacifiques se dessinent déjà dans une dizaine de villes au sortir des mosquées, à la fin de la prière du vendredi. Succédant à la Tunisie et l'Égypte, cette effervescence naissante marque le début d'une nouvelle révolte dans le monde arabe. Pourtant, 2 ans après l'étincelle de Deraa jour pour jour, le soulèvement national a laissé place à un conflit de plus en plus fratricide forçant le millionième Syrien à prendre le chemin d'un exil manifestement indéterminé. Loin de connaître le destin de ses homologues tunisiens et égyptiens, le président syrien, Bachar al-Assad, s'est donc maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui en ayant réussi à défigurer irrémédiablement le réveil de son peuple. Lorsque les premiers troubles éclatent en Syrie, il est toutefois difficile de ne pas y voir la continuation des révolutions arabes initiées par l'immolation du jeune Tunisien, Mohamed Bouazizi, devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 17 décembre 2010. Puisant dans plus de 2 décennies de mécontentement et de vexations quotidiennes, son geste de désespoir a bel et bien impulsé une mobilisation populaire sans précédent en Tunisie qui, à son tour, inspirait plusieurs pays de la région. Le 14 janvier 2011, le dirigeant Zine al-Abidine Ben Ali n'a ainsi d'autre choix que de fuir son propre pays. Alors que le précédent tunisien joue à plein, c'est au tour de Hosni Moubarak, le raïs égyptien, d'être chassé par son peuple moins d'1 mois après, le 11 février. Quasi concomitantes, ces 2 révolutions embrassent de fait une dynamique et des dénominateurs communs. La jeunesse de la contestation et son caractère acéphale, l'impact grandissant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'aspiration à la justice, adala, et à la dignité, karama, la corruption des régimes en place et les inégalités qui en résultent, pour ne citer que. Aux prémices de la mobilisation, la Syrie semble se diriger tout droit vers un scénario similaire. D'aucuns y voient la naissance d'une soi-disant vague révolutionnaire traversant peu ou prou l'ensemble du Maghreb et du Mashrek, hâtivement baptisé le printemps arabe. Fréquemment associé au mouvement populaire et émancipateur, l'usage de cette expression se révèle en effet tentant, d'autant qu'elle a déjà été utilisée en 2005, toujours à propos du monde arabe, pour témoigner des premières élections libres en Irak après la chute de Saddam Hussein et de la prétendue révolution du Cèdre au Liban. Vouloir rassembler la pluralité de soulèvements nationaux sous la coupe d'une terminologie univoque ne saurait néanmoins rendre justice aux aspirations des peuples en révolution. Surtout qu'une fois le sursaut régional passé, les spécificités internes ressurgissent aussitôt, de la manière la plus extrême parfois, à l'image d'une insurrection syrienne définitivement dévoyée. Est-il besoin en effet de rappeler que durant les 12 derniers siècles, les Arabes ont été divisés en plusieurs nations, ou provinces d'empire, et que le panarabisme du XXe siècle, bien que mobilisateur, est demeuré à l'état de mythe? Au mieux pourra-t-on ainsi parler des révolutions arabes qui, avec le temps, creusent davantage leurs divergences. Car au-delà du renversement des régimes autocratiques, c'est l'affirmation par le bas de souveraineté nationale qui se joue dans la région. S'inscrivant dans une historiographie plus large, les révolutions arabes sont en fait le prolongement de la Nahda, Renaissance du XIXe siècle. À cet égard, il n'est pas surprenant de constater que le Bilad ar-Sham, pays de Cham, et l'Égypte en étaient déjà les pionniers. Cet âge libéral, selon l'expression d'Albert Ourani, marque l'éveil du sentiment national arabe au Maghreb et au Mashrek. Il correspond également à des mouvements divers d'émancipation se revendiquant aussi bien d'un réformisme à l'européenne et des libertés individuelles, que d'un pan-islamisme arabo-centré, vecteur pour certains intellectuels de l'époque, d'un retour au premier temps de l'islam. Comme le fait valoir l'historienne Anne-Laure Dupont, la Renaissance est islamique autant que laïque. Cependant,
cette dernière n'a pas débouché sur les délivrances espérées par les uns et les autres. À peine libérées du joug ottoman dans le sillage de la Grande Révolte de 1916, les provinces arabes de l'époque tombaient sous la domination des empires français et britanniques. De nouvelles luttes nationales s'engagent donc cette fois-ci contre l'emprise coloniale ou mandataire, inaugurant ce que les historiens arabes appellent la seconde Nahda. Conquises dans la douleur, les indépendances arabes n'ont cependant pas tenu toutes leurs promesses, loin s'en faut. Les dirigeants qui se réclamaient de cette renaissance ont échoué, tantôt instrumentalisés dans le jeu des grandes rivalités internationales, tantôt guidés par la seule consolidation de leur pouvoir. L'âge postcolonial des pays arabes s'apparente ainsi à une succession de régimes autoritaires, incapables de paver la voie au développement économique et social, tout en ménageant une nouvelle place à l'islam dans la société moderne. Le grand tournant des années 2010 sanctionne par conséquent la faillite des gouvernements qui se sont succédés tout au long du second XXe siècle. Il renouvelle un processus de longue durée qui se veut la réponse aux questionnements issus de la Renaissance arabe. S'il est encore bien trop tôt pour attester la pleine réalisation des promesses de la Nahda, les scénarios tunisiens, égyptiens, libyens et syriens ont d'ores et déjà généré des mutations irréversibles, au-delà de leurs territoires respectifs. En dépit de la diversité des intifadas, soulèvements, on assiste bel et bien à la naissance d'un espace où le mur de la peur instauré par les régimes arabes commence de s'effondrer peu à peu. Où l'antienne consistant à persuader la population, et parfois les chancelleries occidentales, que la dictature est le prix à payer pour endiguer les extrémismes de tous bords a moins d'écho que par le passé. Aussi ce basculement n'est pas sans incidence sur la reconfiguration des jeux d'alliances régionaux. Or c'est bien la Syrie qui, à la confluence des dynamiques révolutionnaires et conservatrices, s'impose comme la pierre angulaire de ce Moyen-Orient en construction. Loin de laisser indifférent, le sursaut syrien ne pouvait dès lors demeurer circonscrit à l'intérieur du pays. Se gardant bien de renier les enseignements de son père, Bachar al-Assad l'a bien compris. Il faut dire que depuis plus de 40 ans, le système Nizam, Assad a fondé sa survie sur l'instrumentalisation des crises successives, intérieures aussi bien que régionales. Si, dans leur course pour une souveraineté authentique, les révolutions tunisiennes et égyptiennes n'avaient pas subi d'ingérence extérieure, le scénario syrien, lui, vient contredire cette assertion. Les révolutionnaires syriens s'étaient pourtant évertués à démontrer également le caractère national de leur lutte. Mais depuis les premiers mouvements de contestation, Bachar al-Assad a tout fait pour les discréditer. Accusant à demi-mot les instigateurs d'être à la solde de l'ennemi sioniste et de l'Amérique, il tente de réduire le soulèvement à une conspiration ourdie de l'étranger dès la fin du mois de mars 2011. Face à l'ampleur non moins grandissante de la mobilisation, le régime bassiste cherche alors à lui donner une coloration sectaire, en agitant le spectre d'une population sunnite majoritaire désireuse de faire payer à la minorité alaouite sa domination sans partage depuis l'ascension de Hafez al-Assad en 1970. Fidèle à son credo après moi, le déluge, le président syrien, lui-même issu de cette communauté, s'érige en dernier rempart contre la prétendue ascendance salafiste djihadiste de cette sédition. Ce faisant, il joue sur les peurs de ses coreligionnaires comme des autres communautés minoritaires, druzes et chrétiennes en tête. Victime de la rhétorique gouvernementale et de sa propre inexpérience, l'opposition part en quête de nouveaux alliés, nonobstant ses difficultés à présenter un front uni tant en Syrie même que sur la scène internationale. Pourtant, le pouvoir en place a beau dénoncer avec véhémence les immixtions étrangères. Il n'hésite pas à faire appel de son côté à ses alliés de longue date dans la région, l'Iran et son bras armé au Liban, le Hezbollah. Afin de briser le continuum stratégique irano-syrien, l'Arabie saoudite et le Qatar prennent alors fait et cause pour une opposition tiraillée et éclatée. Engagé dans son bras de fer avec Téhéran, Riyad s'immisce ouvertement dans les affaires syriennes sur fond de lutte millénaire entre chiites et sunnites. Quant à l'émir qatarien, outre sa solidarité tissée avec les frères musulmans syriens, il tient à se placer du bon côté de l'histoire en vue d'en récolter les dividendes politiques. Ce soutien a toutefois un prix. Il contribue directement à la radicalisation de la scène syrienne et accrédite, aux yeux d'une partie de la population mais aussi de la communauté internationale, la lecture confessionnelle du soulèvement faite par le système Assad.
Ce dernier réussit très vite en outre un autre tour de force. Grâce à l'indéfectible soutien de la Russie, le dirigeant syrien peut se targuer d'une immunité providentielle au Conseil de sécurité des Nations Unies qui l'autorise à réprimer d'une main de fer chaque foyer de résistance. En cela, il a su cultiver l'alliance scellée par son père avec l'ancienne superpuissance soviétique. Internationalisée, la révolte se fait crise, une crise réunissant tous les ingrédients d'un enlisement mortifère. Alors que les 10 premiers mois du soulèvement avaient déjà été sanglants, le déchaînement de violence franchit un nouveau pas dans le prolongement de la crise, du fait des agissements du régime mais également d'une opposition qui s'est progressivement militarisée depuis l'automne 2011. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, faisait état de 5000 victimes civiles à la fin de cette année. 40 000 personnes supplémentaires ont trouvé la mort un an plus tard. Cette escalade meurtrière provoque inévitablement le déracinement croissant de la société syrienne, à la suite de déplacements internes dans un premier temps, auxquels s'ajoutent dans un second temps des vagues d'exil successives. À tel point que les réfugiés et déplacés de Syrie deviennent très vite un enjeu, ou des enjeux en soi dans le conflit. Il n'est pas uniquement question de réfugiés et déplacés syriens, car il semblait essentiel de traiter aussi le cas des Palestiniens de Syrie. Outre le double traumatisme subi par ces derniers, celui-ci permet d'examiner la stratégie du système Assad vis-à-vis de la cause palestinienne ainsi que les nouvelles subjectivités de ces réfugiés, aiguisées par le soulèvement de leurs frères arabes. Contrairement à la crise irakienne, nul ne s'attendait à une telle dislocation de la société en Syrie. L'afflux de réfugiés syriens a surpris l'ensemble de la communauté internationale, à commencer par les pays d'accueil et les organisations humanitaires. Répartis pour la plupart en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Irak, ils représentent, dès le printemps 2012, un défi majeur pour tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans la crise syrienne. L'arrivée en masse de ces exilés bouleverse donc peu à peu l'agenda des États hôtes, tout en influant directement sur la géographie de leur territoire. Ce processus n'est d'ailleurs pas sans rappeler la naissance des réfugiés de Palestine au cours de la première guerre judéo puis israélo-arabe, 1947 à 1949. Aussi le prisme palestinien permet-il de mieux cerner les politiques étatiques d'accueil, fondées notamment sur la peur de ce qu'on a appelé dans cet ouvrage la palestinisation, une implantation durable synonyme de déstabilisation du pays hôte. Il convient de souligner que le terme « réfugié » est employé ici lato sensu puisqu'il se réfère à des personnes ayant fui hors de leur pays pour des raisons de sécurité ou de survie, et non en référence au statut légal tel que défini dans la Convention de Genève de 1951. Un choix qui se justifie car les pays d'accueil abordés ne l'ont pas signé, ou ne l'appliquent pas aux Syriens. Le terme « déplacé », lui, renvoie ici aux personnes arrachées à leur foyer, souvent pour les mêmes raisons que les réfugiés, mais qui n'ont pas traversé de frontières internationales. Logiquement, les mouvements internes de personnes apparaissent plus tôt encore que les vagues d'exil initiales. Le premier basculement s'opère en effet dès la fin de l'année 2011, c'est-à-dire en pleine militarisation du soulèvement. Tout comme les réfugiés affectent leur lieu d'accueil, les déplacés redessinent progressivement l'organisation territoriale de la Syrie. Ils permettent aussi d'établir des liens entre l'exode croissant de la population et l'évolution de la situation sur le terrain. Émergeant alors, au fil de leur mouvement, de nouvelles dynamiques dans les rapports de force entre l'armée régulière et les différents groupes de l'opposition. De par son poids grandissant, la population syrienne en exil ne peut plus être considérée quantité négligeable dans le fragile équilibre des forces régionales. Ayant dépassé les 4 millions d'individus à l'été 2015 selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, elle est devenue, réfugiés palestiniens exceptés, la première communauté de réfugiés au monde. Au total, si l'on inclut les déplacés internes, ce sont en fait près de 12 millions de personnes qui ont été forcées d'abandonner leur foyer, soit plus de la moitié de la population totale de la Syrie d'avant-guerre. Dans quelle mesure ce surplus démographique est-il vecteur de reconfiguration territoriale, économique, politique, identitaire, voire de déséquilibre dans les pays voisins ? D'une part, l'installation des réfugiés, à l'origine instrument des stratégies étatiques à l'échelle régionale,
dicte aujourd'hui à bien des égards la position des États hôtes vis-à-vis de la crise syrienne. Les politiques d'accueil, d'autre part, procèdent de crispations sécuritaires dans des États en mal de souveraineté, sinon en panne de projet national. De fait, la figure du réfugié syrien se révèle dans les 4 pays étudiés: Turquie, Jordanie, Liban et dans une moindre mesure, Irak, le bouc émissaire désigné de problèmes endogènes. Ambivalente, la présence syrienne semble aussi bien servir les objectifs des pays hôtes qu'elle relève de logiques transnationales, posant en creux la question des États-nations au Moyen-Orient. L'approche adoptée dans cet ouvrage entend densifier la représentation du déracinement de la société syrienne. La question des réfugiés et déplacés de Syrie ne saurait se résumer à des êtres passifs, subissant la volonté coercitive des États qui les accueillent, dans l'attente du secours des organisations humanitaires. Bien plutôt il s'est agi d'esquisser les logiques, qu'elles soient locales, nationales, régionales, qui déterminent les déplacements internes et externes de ces individus. Nul doute qu'un nouveau champ d'études est en train de s'ouvrir au croisement des sciences sociales. À travers ce lacis de destinées aussi tragiques que décisives pour la redéfinition du Moyen-Orient, nous avons opté pour une démarche essentiellement chronologique, afin de dresser une première histoire de l'exil du peuple syrien, à l'abri des passions meurtrières que déchaîne ce conflit au quotidien. Inévitablement, la périodisation s'est retrouvée quelque peu contrainte par son caractère immédiat. À l'exception de certains ajouts postérieurs utiles à notre réflexion, le cadre temporel d'analyse s'étale du début de la révolte syrienne en mars 2011, jusqu'à son enlisement mortifère à la veille de l'été 2013 qui marque l'installation durable des réfugiés dans les pays voisins. Il repose notamment sur le décryptage minutieux de l'actualité, des rapports humanitaires mais également sur l'accès à certaines archives inédites du ministère des Affaires étrangères français, et sur des entretiens avec des acteurs clés de cette histoire en cours d'écriture. Parmi les premières contributions à une historiographie naissante, cet ouvrage a donc l'ambition de dépasser le récit du moment et de s'interroger sur la dualité de la condition des réfugiés et déplacés de Syrie qui, nonobstant leur position de dépendance, sinon de sujétion, aux États hôtes ou aux forces en présence en Syrie, redessinent désormais les contours des 2 rives de la Méditerranée. Première partie, les réfugiés et déplacés dans la révolte syrienne. Qu'est-ce qu'un réfugié, mon père ? Rien, tu ne comprendrais pas. Que signifie être un réfugié, grand-père, je voudrais savoir. Être un réfugié signifie que tu ne seras plus un enfant désormais. Mahmoud Darwich. Chapitre 1, le printemps du soulèvement syrien. À la mort de Hafez al-Assad le 10 juin 2000, c'est un chapitre d'une 30aine d'années qui se referme pour la Syrie. Un sentiment mêlé d'espoir et d'incertitude règne alors parmi le peuple syrien. Si l'identité du successeur du lion de Damas ne fait aucun doute, beaucoup s'interrogent en effet quant aux nouveaux accents de la politique menée par le régime, tant au plan intérieur que sur la scène internationale. Durant la première année de sa présidence, Bachar al-Assad semble lui-même osciller entre la continuité du système érigé par son père et la rupture synonyme d'ouverture pour la société syrienne. Toutefois, il opte finalement pour l'héritage paternel, sans manquer de le maquiller d'une rénovation cosmétique pour mieux asseoir son pouvoir. Près de 11 ans après, l'illusion s'essouffle. La corruption et le népotisme entretenus par l'omniprésence des services de renseignement ont achevé d'excéder une population exsangue qui assiste à l'enrichissement d'une nouvelle génération d'affairistes, seuls bénéficiaires de l'ouverture promise. La révolte gronde, mais le président syrien est loin d'avoir oublié les leçons que son père lui a apprises. Le soulèvement démocratique s'apprête à subir coup sur coup la répression, l'instrumentalisation de la cause palestinienne et le spectre d'une subversion sectaire. Le renouveau manqué du système Assad. Dans un simulacre de transition démocratique, l'accession de Bachar al-Assad à la présidence de la République arabe syrienne est approuvée, le 10 juillet 2000 par 97,29% des suffrages. Ce dernier succède ainsi à son père, Hafez, décédé un mois plus tôt. Durant la brève vacance du pouvoir ayant suivi la mort du lion de Damas, aucune institution n'aura été épargnée pour préparer l'avènement du dauphin. Bachar étant trop jeune pour prétendre à la législature suprême, la constitution d'abord est égratignée.
L'amendement de l'article 83, le 11 juin 2000, permet d'abaisser la limite légale qui passe de 40 à 34 ans, soit l'âge exact de l'héritier à l'époque. Dans la foulée, le président par intérim Abdel-Halim Kadam prend 2 décrets selon un ordre défiant toute logique. Le décret numéro 9 le nomme commandant en chef des armées, Qaïdam Liz el-Jeish wa el-Kou à accent circonflexe T al-Moussalaha, avant que le décret numéro 10 ne le promeuve général d'armée, Fari. Les forces armées syriennes se retrouvent alors subordonnées à un homme ayant entamé sa carrière militaire seulement 6 années auparavant. Une semaine plus tard, le 9e congrès régional du Ba'ath Résurrection le désigne comme secrétaire général du parti, condition sine qua non, en vertu de l'article 8 de la Constitution, afin de présenter sa candidature à la présidence. Réduite comme à son habitude à une simple chambre d'enregistrement, l'Assemblée du peuple, Majlis Arshab, approuve à l'unanimité le 27 juin 2000 la candidature du dauphin et la tenue du référendum. Qu'importe cette parodie, la majeure partie de la population nourrit beaucoup d'espoir à l'endroit du nouveau président. Eu égard à son profil de réformateur, l'enjeu ne porte plus dès lors sur sa volonté de réformer un système à bout de souffle, mais plutôt sur sa capacité à l'affirmer face à une vieille garde héritée de son père et soucieuse de conserver ses privilèges. Les premiers mois qui suivent l'arrivée au pouvoir de Bachar semblent donner raison aux espérances du peuple syrien. Dès le début de l'automne, l'intelligentsia Damascène ambitionne de faire renaître la société civile en Syrie en remettant au goût du jour les salons et les forums, Muntadaya, de discussion politique. Symbole de ce mouvement d'émancipation, l'appel de 99 intellectuels syriens, le 27 septembre, qui réclament la libération de tous les prisonniers politiques, une liberté accrue de la presse, le pluralisme politique, l'organisation d'élections libres et la levée de l'état d'urgence. Impensable du temps de Hafez, cette déclaration des 99 parue à Beyrouth ne déclenche pourtant pas de réponse répressive de la part de l'État. Au contraire, le 16 novembre, 600 prisonniers politiques sont libérés et amnistiés, tandis que la sinistre prison d'Al-Medzeh, construite sous le mandat français, ferme dans la foulée. Nombreux sont ceux qui voient dans ce geste un blanc-seing délivré par le nouveau leader. Le 9 janvier 2001, un autre manifeste voit donc le jour, signé cette fois-ci par 1000 activistes syriens. C'en est trop pour le régime qui craint que le complexe de la peur ne soit brisé. Car outre la déclaration des 1000, ce sont en tout, depuis le mois de septembre, plus de 250 forums de discussion qui éclosent sur tout le territoire. Organisés dans des appartements privés, animés par des personnalités politiques indépendantes, des intellectuels ou des hommes d'affaires, offrant un espace d'expression inédit. Au mois de février, le changement de ton de Bachar al-Assad sonne le glas de ce qui fut prématurément appelé le printemps de Damas. Dans une interview donnée au quotidien Panarab al-Sharq al-Awsat, le Moyen-Orient, il jette l'anathème sur cette élite qui prétend parler au nom du peuple, mais qui préfère les périodes de coups et d'occupation à la stabilité établie en 1963 et renforcée en 1970. Ces déclarations sont rapidement suivies de mesures radicales. La plupart des comités de renaissance de la société civile sont interdits et les personnalités trop téméraires jugées et emprisonnées. En dépit de cette agitation, le président syrien persiste à croire que l'architecture héritée de son père incarne pour la majorité de la population l'unique garant de la stabilité du pays face à l'inconnu d'un renversement de l'ordre établi. Ainsi prémuni sur le plan intérieur, le système Assad fonde avant tout sa pérennité sur sa capacité de nuisance sur l'échiquier politique régional. C'est en insérant encore davantage son pays dans le grand jeu du Moyen-Orient que le nouveau dirigeant compte donc faire ses preuves et s'imposer définitivement comme un interlocuteur de rang auprès des grandes puissances. L'occasion lui en est rapidement offerte après le cataclysme provoqué par les attentats du 11 septembre. Ayant déclaré la guerre au terrorisme international, le président américain, George W. Bush, se prépare à envahir l'Irak dans la foulée de son intervention en Afghanistan. Dès le mois d'octobre 2002, le président syrien avertit les États-Unis des dangers que ferait peser le déclenchement d'une telle opération sur l'ensemble du Moyen-Orient. Si cette tentative reste vaine, ce dernier n'en profite pas moins pour contribuer à la réalisation de cette prophétie, un art que la dynastie Assad manie à merveille.
afin de dissuader l'administration Bush d'étendre sa campagne de régime change à d'autres pays de la région, la Syrie se fait en effet peu discrète sur ses intentions de compliquer la tâche de l'armée américaine en Irak. Conformément aux vœux de Damas, le chaos irakien qui succède au renversement de Saddam Hussein enterre prestement le projet de nouveau Moyen-Orient des néoconservateurs. De cette première crise, Bachar al-Assad tire un grand crédit auprès des masses arabes. Il est l'un des seuls dirigeants de la région à s'être élevé ouvertement contre l'invasion américaine, et à ce titre, se voit considéré comme le digne successeur de son père à la tête du Front du Refus, Jabhat al-Mumana. En outre, malgré ses activités subversives, le maître de Damas n'a pas perdu toute considération à Washington grâce à sa coopération avec la CIA, Central Intelligence Agency, dans sa lutte antiterroriste à la frontière syro-irakienne. Mieux encore, le scénario irakien accrédite la thèse chère aux dictateurs du monde arabe qui voudraient qu'à l'effondrement d'un régime autoritaire, et par conséquent stable, se substitue invariablement une anomie propice à la montée d'un islamisme rampant jusqu'alors. Forte de ce premier succès, la Syrie n'en demeure pas moins à la lisière de l'axe du mal tracé par le président Bush, allant de Bagdad à Pyongyang en passant par Téhéran. Depuis 2003, les pressions américaines s'accumulent pour le départ des troupes syriennes stationnées au Liban, bientôt suivies par celles de la France, désireuse de se réconcilier avec son allié historique depuis son incartade dans le dossier irakien. À l'approche des élections présidentielles libanaises, Washington et Paris font ainsi voter, le 2 septembre 2004, la résolution 1559 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle demande notamment des élections libres et régulières, conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère. Mais le lendemain, la Constitution est une fois de plus tordue par le Parlement libanais qui décide, sur injonction syrienne, de permettre au président Émile Laoud de proroger son mandat de 3 ans. D'ores et déjà pointée du doigt par la communauté internationale, la Syrie essuie à nouveau de vives critiques qu'elle pense encore pouvoir contenir. L'attentat dévastateur, le 14 février 2005, contre son plus sérieux rival, l'homme d'affaires libano-saoudien Rafik Hariri, met néanmoins le jeune président syrien au pied du mur pour la première fois de son septennat. Sans être systématiquement incriminé, il est tout de même mis au ban de la communauté internationale. La disparition de l'ancien Premier ministre, très populaire au Liban, provoque le 14 mars des manifestations massives à Beyrouth réclamant la lumière sur cet acte terroriste et surtout, le départ de l'armée syrienne. Face à cette révolution du Cèdre, et au vaste consensus international qu'elle recueille, Damas s'exécute, non sans provoquer un remue-ménage au sommet même de l'État syrien. Pour autant, loin d'avoir perdu complètement pied au Liban, la Syrie peut toujours compter sur sa relation privilégiée avec le Hezbollah. En autorisant le transit des armes iraniennes au Parti de Dieu via son territoire, elle démontre qu'elle possède encore des atouts à faire valoir à la table diplomatique du conflit israélo-arabe, mais aussi dans le cadre d'hypothétiques négociations bilatérales avec Israël. L'offensive lancée par Tsahal à l'été 2006 contre la milice chiite, tout en rehaussant le prestige du régime Assad dans le monde arabe, confirme l'importance des acteurs non étatiques soutenus par le pouvoir syrien. D'autant que malgré l'ampleur des moyens déployés par l'État hébreu, la milice chiite n'en ressort pas sensiblement affaiblie, allant même jusqu'à qualifier sa résilience de victoire divine. Continuant de jouer les premiers rôles dans la région, le maître de Damas parvient donc à se remettre de la perte du Liban, lequel constituait pourtant l'ultime rouage de la mécanique sécuritaire échafaudée jadis par son père. 3 décennies plus tard, la célèbre maxime d'Henry Kissinger résonne toujours dans la région: il n'y aura pas de paix sans la Syrie. Plusieurs spécialistes du monde arabe le disent alors au fait de son influence sur l'ensemble du Moyen-Orient. Mais les défis majeurs qui s'annoncent pour le régime syrien résident de plus en plus à l'intérieur et non à l'extérieur de ses frontières. Car durant la première décennie au pouvoir du jeune dirigeant, c'est aussi et surtout en matière économique et sociale que le bas blesse. Lors de son discours d'investiture le 17 juillet 2000, Bachar al appelle de ses vœux une Syrie nouvelle, plaidant pour la modernisation d'institutions étatiques qu'il reconnaît lui-même à bout de souffle sans pour autant renier l'héritage de son père. Il estime que cette rénovation de l'État passe inévitablement par un renouvellement des lois,
la disparition des obstacles bureaucratiques, lesquels entravent les flux d'investissements intérieurs et extérieurs, et la dynamisation du secteur privé. En somme, indique-t-il, de nouvelles stratégies économiques, sociales et scientifiques sont nécessaires. Et de sonner le glas du monopole étatique, vous ne devez pas compter uniquement sur l'État. Mais comment concilier l'omniprésence de l'État syrien dans la société avec une libéralisation de l'économie? Le président répond à ce questionnement, arguant que la rénovation à venir ne saurait s'inscrire dans une conception autre que la conception syrienne. Nous ne pouvons pas appliquer la démocratie des autres au sein de notre propre nation. La démocratie en Occident, par exemple, est l'aboutissement d'une histoire, elle-même ayant résulté des coutumes et des traditions qui caractérisent la culture des sociétés occidentales. Aussi devons-nous avoir notre propre expérience démocratique, laquelle découle de notre histoire, notre culture et notre civilisation et incarne dès lors une réponse aux besoins de notre société et aux exigences de notre quotidien. Les pensées démocratiques et institutionnelles étant liées, l'administration est vouée à être influencée par ces dernières. C'est pourquoi la réforme de l'administration, aussi bien dans le secteur public que privé, sera directement affectée par de telles pensées. En liant la réforme de l'administration aux pensées démocratiques et institutionnelles, le nouveau Raïs parvient en fait à l'assimiler à la régénération des piliers du système Assad plutôt qu'à celle de la société tout entière. Car toutes les institutions étatiques sont aux mains du président et de ses plus proches affidés. Digne des méthodes de son père, ce grand détournement des réformes structurelles lui permet ainsi de continuer à faire prévaloir la raison du régime sur la raison d'État. Sous prétexte de libéraliser l'économie syrienne, il fait mine de bâtir un secteur privé où l'épanouissement du capitalisme sera en réalité strictement encadré par le pouvoir en place. Très vite, la libéralisation selon Bachar al-Assad prend donc davantage l'allure d'une privatisation familiale que d'une ouverture réelle à la concurrence. Dès le début des années 2000, le frère cadet du président, Maher, se met à investir avec la bénédiction des autorités dans de nombreux projets immobiliers en Syrie et au Liban. À partir de 2004, il devient l'associé privilégié de son beau-frère, Mohamed Amcho, au sein du groupe éponyme et lui fait profiter de sa haute extraction. En l'espace de 3 ans, Amcho devient l'une des figures les plus importantes du monde des affaires syrien grâce à ses investissements dans les nouvelles technologies et le tourisme. Mais l'ultime symbole de ce népotisme décomplexé est le cousin de Bachar al-Assad, Rami Makhlouf. Du transport aérien aux télécommunications en passant par l'exploitation pétrolière, ses capitaux inondent tous les secteurs dès 2006. Cette ascension fulgurante correspond aux premières retombées du plan quinquennal, 2006 à 2011, initié par Damas afin de compenser la perte du Liban. Des pans entiers de l'économie sont alors laissés en jachère par le gouvernement, qui souhaite reproduire en Syrie les pratiques libérales appliquées autrefois chez le voisin libanais. Son lignage comme seul curriculum permet au sulfureux cousin de laisser libre cours à ses activités mercantiles, lesquelles font vite de lui le premier investisseur privé du pays dont la fortune est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Dans le même temps, émerge aussi une nouvelle aristocratie d'affaires qui fonde sa réussite à l'aune de sa proximité avec le pouvoir. Au-delà du cercle familial en effet, les obstructions du début de la décennie s'évanouissent comme par enchantement pour qui démontre un entre-gens suffisant. C'est le capitalisme des copains, selon l'expression de la politologue Elisabeth Picard. Le monopole avait garanti au système Assad une base clientéliste sans laquelle il ne pouvait exister. La modernisation de l'administration, l'oligopole, lui procure un groupe d'obligés plus important encore. Si la vieille garde essaie de s'agripper à ses anciennes concessions, elle est vite dépassée par cet affairisme débridé qui favorise l'émergence d'une économie parallèle de plus en plus touffue. Sans surprise, le régime confie à ses fameux mukabaras la régulation de cette corruption qui s'installe à tous les niveaux de la société. Il faut dire que l'appareil sécuritaire syrien, composé d'environ 70 000 agents auxquels s'ajoutent plusieurs centaines de milliers d'informateurs, est omniprésent en Syrie. L'historien Jean-Pierre Filieu estime ainsi que, à partir de 2005, le parrainage d'une des polices politiques devient crucial dans tout projet professionnel, immobilier ou universitaire. Loin de résoudre les inégalités,
Les réformes n'ont donc fait que creuser davantage le fossé entre les favoris du prince et le reste de la population syrienne. Il y avait pourtant bien eu quelques progrès notables durant le premier mandat de Bachar. À partir de 2004, plusieurs banques privées voient le jour et permettent de financer des investissements locaux, autrefois sponsorisés par des banques libanaises ou le marché noir. Surtout, la Syrie s'efforce de tisser de nouveaux partenariats économiques en levant ses restrictions à l'importation et en réduisant considérablement ses barrières douanières. Elle consolide ainsi ses échanges avec la Turquie et l'Iran, en vue de compenser son isolement sur la scène internationale. De même, rompant avec sa mise en quarantaine à l'échelle régionale, Damas se joint à la formation de la Grande Zone Arabe de Libre-Échange, GAFTA, le 1er janvier 2005. Mais les Syriens, pour la plupart, ne profitent pas des retombées de cette nouvelle économie de marché vantée par le Raïs lors de son discours d'ouverture au 10e Congrès national du Ba'ath la même année. Au contraire, ils voient avant tout fleurir des quartiers cossus à Damas ou ailleurs, foyers de ces nouveaux riches de plus en plus déconnectés du reste de la société. Excédés, ils comprennent difficilement la part du budget accordé à la défense qui grève les finances de l'État, plus de 5% du PIB en 2005, quand le Golan demeure encore et toujours israélien. Il se l'explique d'autant moins qu'un tiers de ces 3 milliards de dollars alimente la machine infernale du renseignement syrien. Même la rhétorique à l'encontre de l'ennemi sioniste montre ses limites, lorsque de tels fonds sont utilisés contre l'intérêt d'une grande partie de la population. À ce mécontentement grandissant, s'ajoutent de graves problèmes conjoncturels. L'épuisement progressif des réserves pétrolières sur lesquelles l'État reposait largement depuis les années 1990 a fragilisé le redressement économique. Surtout, l'affaiblissement de cette rente l'a contraint à revoir son système de subventionnement, mis en place depuis le coup d'État du parti Ba'ath en 1963. Le vice-premier ministre chargé des affaires économiques, Abdullah al-Dardari, annonce ainsi en 2009 une réduction des subventions du carburant, après avoir reculé une première fois en 2007. Si ce système, destiné à l'ensemble de la population sans discernement, profitait avant tout aux plus aisés, cette décision se répercute avant tout sur les foyers les plus modestes. Une décision lourde de conséquences alors que cela peinait déjà à joindre les deux bouts, face à l'inflation galopante des années 2000. Outre la fragilisation du secteur agricole, les sécheresses régulières ont provoqué une sévère augmentation du prix des denrées alimentaires de base. 10 ans après la passation de pouvoir du père au fils, le régime Assad ne peut pourtant plus s'abriter derrière de mauvaises conjonctures, prévisibles pour certaines, ni derrière la difficulté à refondre une administration nébuleuse. L'heure arrive où il devra rendre des comptes pour n'avoir pas su, ou voulu, réformer un système ayant failli aux yeux d'une partie du peuple syrien. À la veille du soulèvement, l'État étouffe sous la pression démographique. Plus d'un cinquième de la population active est à la recherche d'un emploi. Pis encore, le taux de chômage est supérieur à 50% chez les individus âgés de moins de 25 ans. Impossible dès lors pour un jeune Syrien, dépourvu d'un entregent suffisant, d'aspirer à de meilleurs lendemains. Comme en Tunisie et en Égypte, la révolte gronde au sein de la jeunesse, Shabab. Plutôt que de prêter l'oreille aux cris désespérés de ces nouvelles générations désœuvrées, le maître de Damas préfère la stabilité que lui garantissent en cœur ses services de renseignement. Mais c'est précisément le zèle excessif de ces Mukabaras qui s'apprête à briser le lien avec une partie de son peuple. Le soulèvement pacifique. Pourquoi la Syrie est-elle stable, alors que nous nous trouvons dans un contexte plus difficile ? Nous avons de la croissance, mais nombre des besoins essentiels du peuple ne sont pas assurés. Malgré tout, la population ne se soulève pas. Tel est le constat du dictateur syrien au 31 janvier 2011 lors de son entretien accordé au Wall Street Journal. Environ 2 semaines plus tôt, Zine al-Abidine Ben Ali a été contraint de fuir la Tunisie et Hosni Moubarak est confronté depuis plusieurs jours à une contestation populaire inédite au Caire où se sont rassemblés, place Tahrir, Libération, des centaines de milliers de manifestants. Fort de son statut d'ultime rempart à l'impérialisme américain et l'ennemi sioniste dans le monde arabe, Bachar al-Assad croit bénéficier auprès des masses d'une légitimité largement supérieure à celle des autres dirigeants vieillissants de la région.
Surtout, contrairement à ces derniers, lui se targue, au nom des Syriens, d'être en phase étroite avec les sentiments du peuple. Que le président lui-même croie ou non en cette assertion importe peu. Ce qui est certain, c'est qu'il a toute confiance dans la capacité de ses services à préserver la stabilité du régime. Le premier test intervient lorsque, inspiré par les précédents tunisiens et égyptiens, un appel à 2 jours de colère, les 4 et 5 février, est lancé sur Facebook. Bien que celui-ci ait recueilli 12... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.